Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Thomas, bienvenue sur Bonjour. le podcast de la grande famille. Merci d'avoir accepté de venir à cette invitation. Thomas, vous êtes une famille qui accueille une au pair cette année pour la première année avec Diana. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler de votre expérience. Je vous laisse vous présenter. Thomas, oui, je suis en couple avec ma compagne Diana depuis la sortie du confinement, donc ça va faire 4 ans bientôt, 3 ans. Et on s'est regroupés en famille recomposée puisque je suis divorcé. J'ai un enfant qui s'appelle Arthur qui a 8 ans et Diana a 2 enfants, Maxime de 9 ans et Camille de 11 ans. On s'est regroupés il y a 2 ans donc, puis on a emménagé dans une nouvelle maison depuis septembre et au moment de la décision de l'achat, s'était posé la question suite à la sortie du confinement, au changement de rythme de travail, puis à la prise d'un poste plus important de ma compagne, s'était posé la question de savoir comment on allait gérer la garde des enfants, puisque le mercredi après-midi, c'était plutôt ma belle-mère qui venait les garder. Il s'avère que le reste des soirs de semaine, c'était moi qui gérais les activités extrascolaires et les devoirs, parce que j'ai la chance d'avoir un métier où je bosse quasi tout le temps en télétravail. Et donc, c'est la facilité, c'est moi qui suis à la maison. Donc, quand j'y étais, c'était moi qui le faisais. Sauf que j'ai eu aussi une charge de travail qui a augmenté significativement suite à un changement de société. Et donc, on a dû trouver une solution de garde. On habite en région, alors j'ai oublié de préciser, on habite en région parisienne, en grande banlieue, sur Marne-la-Vallée, près de Disney. Et donc, ma belle-mère venait de Paris tous les mercredis juste pour garder les enfants. Je trouvais que c'était compliqué de la faire déplacer pour ça. Donc, voilà, s'en est suivi de savoir quelle était la solution de garde qui nous convenait. Et c'est moi qui ai mis sur la table la solution de l'au pair. Donc c'est une première sur le podcast, parce que d'habitude on a des mamans, et c'est vrai que majoritairement ce sont souvent les mamans qui sont à l'initiative de cette démarche d'accueillir une au pair. Et là c'est vous en tant que papa qui avez eu cette démarche. Comment l'idée est venue pour avoir recours à ce mode de garde? Alors, moi, je suis enfant de deux, ce qu'on appelle des personnels navigants commerciaux, donc de parents qui travaillaient chez Air France. Ma mère a changé de métier quand mon frère a eu 5 ans, mais j'ai une petite sœur, un petit frère avec 3 ans. Je suis l'aîné et on a 3 ans d'écart. Donc, quand j'ai eu 9 ans à peu près, ma mère a arrêté ce travail, mais jusqu'à nos 9 ans, j'avais 2 parents qui étaient en déplacement à l'autre bout du monde. Et forcément, les escales n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui, donc on était seuls parfois 3 à 5 jours. Donc, on avait une nourrice qui venait nous garder, qui ne vivait pas chez nous, mais qui avait son espace chez nous quand mes parents partaient en voyage. Elle était martiniquaise, donc tout en français. Moi, j'ai loupé ma scolarité, on va dire. J'ai pas le niveau d'anglais que j'aurais aimé avoir. Mes parents, en plus de ça, étant navigants, ils avaient beaucoup d'amis dont un des 2 parents était étranger. Ma marraine était japonaise, la marraine de ma sœur était sud-africaine, le parrain de mon frère était indien, et donc ils avaient tous des enfants qui savaient parler l'anglais ou une autre langue, en l'occurrence le japonais. C'était quelque chose que je trouvais, la double culture était quelque chose que je trouvais très intéressant. Et quand j'ai compris ce qu'était une au pair à l'adolescence, j'ai toujours regretté de ne pas avoir eu cette chance-là, d'avoir quelqu'un à la maison qui était capable de parler une autre langue, et en plus la facilité que ça a amené d'apprendre l'anglais. Et ayant connu ce mode de garde avec quelqu'un qui s'occupait de nous quand nos parents n'étaient pas là, moi, ça me posait pas du tout de problème. Au contraire, je trouvais ça d'une facilité importante d'avoir quelqu'un à la maison qui nous aide et qui soit disponible pour les enfants avec nos métiers qui sont très prenants. Et donc, combiner l'utile à l'utile, la langue anglaise à cela, c'était quelque chose qui m'intéresse depuis, on va dire, la majorité, et que je sais que je vais avoir des enfants. J'ai toujours rêvé d'avoir une au pair à la maison. Et là, quand le projet s'est concrétisé avec le besoin d'avoir quelqu'un et le fait qu'en plus, on a les 2 grands de Diana qui sont en école internationale avec une échéance de la grande qui rentre en 6e l'année prochaine et avait sur concours pour l'anglais. Du coup, plein d'arguments faisaient que l'au pair faisait tout fonctionner. Voilà.
et rassembler la totalité des arguments pour aller vers cette solution-là plutôt qu'une nourrice franco-française à temps partiel, plutôt que la belle-mère, ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça que j'ai amené cette solution-là. Puis j'ai toujours beaucoup de projets, de choses qui se passent dans ma tête et toujours aller sur un nouveau projet, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit sportif. Voilà. Donc dans ce nouveau projet de garde, l'au pair me semblait adapté puisqu'on en avait les moyens, la place dans la nouvelle maison, on avait une chambre en plus et surtout l'anglais. Et puis moi, mon fils qui n'est pas en école internationale, c'était important de me dire que lui allait pouvoir avoir cet apprentissage de l'anglais de meilleure manière que ses camarades de classe qui sont dans une école primaire publique française sans anglais plus que ce qu'il n'y a au programme, grâce au biais de l'au pairing. Voilà. Ok. Et donc, vous avez accueilli votre au-pair en octobre, novembre? Ouais, alors on l'a accueillie en novembre parce Ouais, qu'elle est namibienne ouais. et que les process, le consulat de France ne délivre pas de visa en Namibie, donc elle a dû prendre rendez-vous au consulat de France en Afrique du Sud, que le process est très long et entre le temps d'avoir le rendez-vous à l'ambassade de France et le fait d'avoir le process d'obtention, ça a été très long. Voilà, donc malheureusement, on aurait aimé l'avoir pour mi-septembre et on s'est retrouvé à ne l'avoir que début novembre, pendant les vacances de la Toussaint, du coup. Et comment ça s'est passé, cette nouvelle expérience? Eh ben, plutôt très bien. L'avantage, c'est qu'elle est arrivée du coup. Enfin, initialement, c'était dit, on va faire le début les 2 premières semaines de rentrée ensemble, et puis c'est pour ça qu'on avait imaginé mi-septembre. Et finalement, elle est arrivée pendant les vacances scolaires de la Toussaint, et c'était quelque chose d'assez bien parce qu'elle a pu découvrir la maison, s'acclimater un petit peu pendant la 2e semaine de vacances scolaires, et donc pas avoir trop de stress à commencer tout de suite d'enchaîner directement avec les tâches d'accompagnement des enfants et ainsi de suite. Elle s'est acclimatée parfaitement. Nous, les enfants, attendaient impatiemment son arrivée, certaines plus que d'autres. Et puis après, les choses se sont faites naturellement et les enfants l'ont tous très bien accepté. De la grande qui parle avec elle, on en reparlera après, mais qui parle justement anglais qu'avec elle, surtout quand il n'y a pas les parents, aux 2 autres qui, on va dire, l'utilisent plus qu'autre chose parce qu'ils sont très proches et qu'ils ils sont dans leur bulle, voilà. Mais non, mais tout le monde était très content. Après, on n'a pas des enfants très compliqués. Moi, le mien est un peu plus compliqué parce que quand on a annoncé qu'il y aurait quelqu'un d'extérieur à la maison qui connaissait pas, ça a été compliqué à digérer. Mais comme toute chose, il est comme ça surtout hein, quand on a déménagé, quand on a changé d'école, quand on a tout changement est compliqué à accepter. Puis en fait, quand il arrive, c'est une goutte d'eau dans une piscine. Voilà. Ok. J'aime bien entendre la réaction et comment réagissent les enfants, parce que c'est vrai que au cas par cas, ça peut être différent. Et vous, en plus, vous avez la particularité d'être famille recomposée. Donc, les enfants ne vivent pas avec vous tous les Ouais. jours. Vous avez une garde Non, c'est ça. alternée. Ouais, en fait, on les a. Alors, c'est un peu complexe. C'est toujours complexe à expliquer quand je l'explique aux au pairs elles-mêmes. Mais pour faire simple, disons qu'on n'a pas jamais les enfants du lundi au mercredi matin, et qu'ensuite on les a un week-end sur 2. Ensuite, il y a des échanges. Il y a aussi des week-ends où j'ai juste mon fils et des week-ends où on a juste les 2 enfants de Diana. Puis des week-ends où on les a les 3 rassemblés, des week-ends où on est seul. Ça dépend des phases de période scolaire. Disons que globalement, le lundi, mardi, elle est seule. Enfin, quand je dis elle est seule, on est là, on mange ensemble selon les soirs, selon nos impératifs professionnels, sportifs, associatifs. Mais oui, il y a un moment de la semaine où elle est seule et les semaines où on a 0 enfant le week-end, du vendredi matin 8h15 jusqu'au mercredi matin 8h, il n'y a aucun enfant à la maison. Donc c'était aussi important pour nous justement d'avoir, on va y venir après certainement, mais d'avoir une jeune fille au pair qui était indépendante et qui soit capable tant d'être là pour les enfants quand ils étaient là, que de savoir s'occuper et de savoir, ne pas se sentir trop seul quand nous on n'est pas là et qu'on enchaîne 2 jours au boulot, soit en déplacement, soit sans être très présent le soir parce qu'on a des repas avec des clients ou avec des collègues sur Paris, quoi. Après, c'est selon les personnalités. Il y a des au pairs pour qui ça peut être plutôt
un avantage que d'avoir un peu de temps libre et ces coupures-là pour pouvoir être indépendante. Mais c'est vrai que ça demande une autonomie de leur part. Et après, vous dites quand même que vous partagez les repas selon votre organisation. Et par contre, quand les enfants sont là, j'imagine qu'il y a une vie qui est beaucoup plus importante en termes de partage et d'échange avec elles. Oui, oui, alors le mercredi midi, bah, les enfants mangent forcément avec elle à minima. Ouais. Moi, selon mes réunions et selon le fait que je sois à la maison, ce qui arrive 90% des mercredis, je prends le repas avec eux. Je devrais pas et je prends un petit peu plus le temps de ne pas le faire, mais c'est aussi moi qui suis très présent le mercredi quand je suis à la maison. C'est moi qui fais la cuisine plutôt que de la laisser faire. J'ai écouté vos podcasts précédents et j'ai appris aussi et je dis certaines parce que en effet, il y avait beaucoup de femmes jusqu'à maintenant, à part le dernier sur l'association, je me rappelle plus du nom, mais la protection de Partage l'enfance. et compagnie. Ouais. Mais donc du coup oui sur les autres mamans là que j'entendais, il y en avait une qui disait ça et je trouve que c'est très très important. En fait, je l'ai pas assez fait, donc je le fais depuis quelques semaines. Je le fais un petit peu plus, mais je leur laisse le mercredi un peu en essayant de ne pas intervenir et donc de pas forcément manger avec eux, y compris quand j'ai le temps. Là, j'essaye de. C'est arrivé ce dernier mercredi. J'avais le temps de manger, mais j'ai préféré simuler le fait que j'étais occupé pour la laisser s'occuper d'eux et qu'ils prennent plus de temps juste ensemble. Et ensuite, les soirs où on a les enfants, bah, on mange tous les 6 ensemble, hein, bien évidemment, forcément, j'ai envie de dire. Ensuite, en effet, quand il n'y a pas les enfants, bah, ça dépend si elle a envie de manger avec nous, ça dépend si on, comme je le disais, si on a des impératifs. Voilà, c'est beaucoup plus libre, on va dire. On fonctionne avec une maison à 3 adultes, quoi. Par rapport à les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce mode de vie, qu'est-ce que ça vous permet, vous, personnellement, d'avoir qu'il y ait une au pair à la maison qui puisse passer du temps avec les enfants? Alors, ça nous permet de délester totalement de la charge mentale des activités. Il faut le dire donc elle s'appelle Chandré, elle est namibienne et elle a fait un an d'au pairing avant, on en parlera peut-être après, mais elle a fait un an d'au pairing avant aux États-Unis. Donc le fait qu'elle puisse s'occuper de toutes les activités, et ils en ont beaucoup, chacun pas les mêmes, pas au même moment, pas les mêmes horaires. Le mercredi, c'est un balai incessant, le jeudi soir aussi, le vendredi soir aussi. Donc, c'est une soustraction de la charge mentale très importante sur la gestion des enfants au quotidien en termes d'activité, d'aller-retour et d'occupation, on va dire, au sens. Ouais, la logistique, ça nous enlève la charge mentale de la logistique. Clairement. Ensuite, j'entendais un des podcasts précédents où justement j'ai la sensation d'avoir un peu la même. On en a déjà parlé ensemble lors des feedbacks, mais le seul point négatif, c'est qu'elle est tellement autonome que, en effet, pour cette première expérience, et c'est pour ça aussi qu'on cherche un peu différent peut-être sur la prochaine, elle est un peu en retrait, donc il faut que les enfants aillent la chercher pour jouer avec elle. Et malgré tout, ils sont heureusement très joueurs ensemble. Ben, en gros, ils vont pas spécialement forcément la chercher souvent, et donc du coup, dans ce sens-là, on n'est pas dans un partage des jeux et ainsi de suite qu'on pourrait avoir, sauf quand il y a mon fils qui est seul là le week-end, où là, elle fait l'effort de jouer avec lui à des jeux de cartes, à des jeux de société, à certaines choses, au foot dans le jardin. Mais quand il y en a plus que un, ils savent s'occuper entre eux, donc elle est plus là pour faire les allers-retours et la logistique de la maison. Et puis elle nous aide beaucoup aussi sur Le linge des enfants. le linge des enfants, ouais. Le Ok. linge des enfants et elle gère le linge des lits une fois par semaine quand ils sont pas là. Elle leur reprépare tout pour quand ils reviennent. Elle prépare les paniers de linge enfin qui sont prêts à re-ranger dans les armoires, mais c'est pas elle qui les range, mais ça c'est notre choix, c'est une des règles de la maison. Mais voilà, c'est purement une aide sur la logistique. Alors parfois on aimerait un petit peu plus et c'est pour ça qu'on se pose la question sur la suivante de savoir si elle peut faire un petit peu plus. Mais on pense aussi que c'est de notre faute. On n'a pas, et je l'ai écouté aussi dans les podcasts précédents, on a peut-être sûrement, enfin, même pas peut-être, on n'a pas mis assez de règles dès le début, assez claires sur, bah voilà, il y a ce temps-là, il faut que tu sois avec eux. Alors on n'a pas envie de tout changer maintenant, on l'a fait un peu là sur le linge et le ménage parce qu'on lui avait laissé un peu la main libre et puis on a recadré un petit peu et ça marche très bien depuis parce elle est très organisée et et quand on lui demande les choses, elle le fait sans problème. Et puis elle nous aide aussi, elle va s'occuper du lave-vaisselle, ce genre de choses dans la cuisine, elle va ranger si jamais on a laissé un truc traîner et que c'est pas elle mais que c'est un autre adulte, c'est pas un problème. Donc vraiment c'est de la logistique et de la vie de la maison au sens logistique du terme. Elle nous aide beaucoup là-dessus et c'est ce qui nous suffit parce que c'était ce dont on avait le plus besoin.
Et ensuite, l'intégration dans la famille et dans la vie de tous les jours, bon, on va dire que ça aurait été un petit bonus, mais c'est pas un problème. Voilà. Après, ça dépend aussi des personnalités et de chaque personne. C'est vrai que alors moi, je parle aussi avec mon expérience parce que j'ai eu 7 au-pairs différents. Et c'est vrai que quand je vous écoute et je réfléchis à ces souvenirs-là, chez chaque au-pair et comme chez chaque collaborateur, j'ai envie de dire, et même chez chaque enfant de la famille ou chaque membre de la famille, il y a des choses qu'on va faire de façon. Il va y avoir une relation qui est différente parce que il y a des affinités, il y a des qualités, il y a des appétences et des dispositions à faire des choses plus aisément. Là, ce que j'entends, c'est quand même assez fluide pour vous avec Yundre dans l'organisation de la maison, dans la logistique. Et c'est quand même j'allais dire, une douceur de vivre. C'est-à-dire que ça facilite et ça huile le quotidien sur plein de petits points Ah, de mais détail qui rendent la vie beaucoup plus douce, en fait. Parfois, c'est dans des points de crispation que peuvent se créer aussi des tensions. Donc ça apporte aussi cette souplesse-là et cette qualité-là. Et après, il y a des personnalités où ça va être beaucoup moins, parce que j'ai le souvenir aussi de certaines mamans ou parents qui me disent oui, alors par contre, l'organisation et le ménage, ou en tout cas maintenir la maison rangée, faut toujours être derrière eux parce que ils préfèrent jouer avec les enfants que passer le coup d'éponge une fois qu'ils ont fini de manger. Donc en fait, ça dépend aussi de chaque personne. Il y a des choses vers lesquelles ils sont plus à l'aise que d'autres. Et par contre, ce que je voulais vous demander, Thomas, c'est un des points importants dans votre famille, c'est la langue, que les enfants parlent anglais. Comment vous avez mis ça en place? Ouais. Alors je vais juste revenir une petite seconde sur ce que vous disiez. Ouais. En effet, je sais, enfin, je donne mon expérience, on en a qu'une seule. Je pense que un des podcasts que vous avez, ils sont tous très bien, mais il y en a un qui m'avait particulièrement marqué, c'est Stéphanie qui était à Dijon, je crois, Ouais. et qui disait qu'elle en avait eu plusieurs. Et la première était un peu dans le même style que ce que nous on a, et les suivantes ont été presque totalement différentes ou à l'inverse pour la dernière. Et donc c'est pour ça on n'est pas trop frustré de ça, et au contraire. Et encore une fois, elle est extrêmement ponctuelle avec les activités. Il n'y a jamais de problème. En effet, encore une fois, c'est parfait. Sur le ménage, sur le parti commune, c'est parfait. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus et je repasserai à votre autre question. C'est quand s'est posé la question de est-ce qu'on en reprend une, Diana m'a dit ouais, mais je suis pas sûr parce que tu te rends compte quand même. On imaginait qu'elle soit plus intégrée dans la famille et tout. Et là, on a refait les pros, les cons, enfin les points positifs, les points négatifs de ce que ça nous apportait. Et alors forcément, elle est un peu moins à la maison que moi, donc elle s'en rend un peu moins compte. Mais c'est sûr que l'organisation, c'était ce qu'on recherchait. C'était le premier point. La deuxième chose, c'est l'anglais. On va en parler juste après. Sur ces deux points-là, c'est plutôt bénéfique. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est reparti dessus et qu'on se dit qu'on verra la prochaine expérience. Sur ça, sur l'anglais. Juste avant de parler de l'anglais, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit, parce que vous dites le premier point, c'était l'organisation et la logistique. Est-ce que le fait d'avoir mis ça en place cette année dans votre organisation de vie de famille, ça vous permet d'avoir du temps plus qualitatif pour vous, personnellement ou en couple ou avec vos enfants? Mais alors factuellement, c'est indéniable. Moi, je le vois ne serait-ce qu'entre septembre-octobre où elle n'était pas là et novembre-décembre où elle était là. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que je passais un temps fou à faire des allers-retours le jeudi, le vendredi, le mercredi après-midi, du temps à gérer le moindre truc que je n'ai plus du tout. Donc sur notre temps perso, bien évidemment, plus de stress quand on finit tard tous les deux, de se dire bon bah ce soir, alors qu'elle le fait jamais en semaine et qu'on lui avait mis dans les choses de préparer le dîner tous les soirs, finalement elle le fait jamais parce qu'on prend nous-mêmes la charge et c'est très bien ainsi. Mais les 2-3 fois où on a eu à le faire, où on a eu des repas clients ensemble en même temps où on n'est pas venu, elle a fait le repas, elle les a couchés une fois et le reste du temps on est arrivé à 20h30, 21h, c'est nous qui les avons couchés. Mais de ce point de vue-là, on n'a pas à se soucier de se dire ah bah tiens, on va finir tard ce soir, comment on va faire? Faut appeler les parents, les beaux-parents pour venir nous aider. Non, enfin elle est là quoi. Chundré est là et donc ça se gère. Donc oui, c'est parfait. Et du point de vue à deux, en revanche, c'est aussi une organisation, mais je sais que ça a été dit aussi maintes et maintes fois dans votre podcast. On est aussi bien, ça nous fait aussi du bien quand elle va vadrouiller le week-end et qu'on a du temps juste tous les deux et qu'on n'a pas d'enfants non plus, parce qu'à ce moment-là, on a du temps pour nous. On a du mal à se dire bon elle est dans la maison.
si elle est dans la maison, on va quand même essayer de manger. Des fois où on n'aurait pas mangé un samedi midi, par exemple, ou un dimanche midi, bah, là, on va manger. Alors que si on sait qu'elle est partie pour la journée, bah, on a un petit peu plus de temps vraiment pour nous, dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas un vrai problème. Mais oui, ça nous a apporté du temps pour nous, enfin pour nous chacun, individuellement, pour nous en couple aussi, parce que bah, des choses qu'elle fait, on n'a pas à les faire aussi. Donc voilà. Sur l'anglais, l'un des objectifs principaux, c'était l'anglais. En fait, elle fonctionne. Moi, mon fils n'a pas cours le mercredi matin et ses enfants ont cours. Je me se retrouve avec mon fils le mercredi matin de 8h à 10h30. On a instauré un cours d'anglais par enfant. Mon fils, c'est le mercredi matin quand ils veulent. Ils commencent quand ils veulent, mais en gros, c'est 1 heure et demie de cours d'anglais avec mon fils. Ensuite, c'est le mercredi après-midi avec Maxime parce que mon fils est au foot et que Camille trouve du temps pour s'occuper toute seule. Et Camille, c'est souvent un soir, pendant que les deux garçons sont à la musique, dans la voiture, elles le font, ou alors à la maison, souvent plusieurs fois le samedi. Puis après, elles parlent toutes les deux, elles échangent un petit peu à l'oral, voilà. Ça, c'était important pour nous, mettre en place ces cours d'anglais, on va dire, ou ce renforcement pour ceux qui sont en école internationale. C'est quelque chose qui est pas mal. Moi, je vois mon fils était très réfractaire, en revanche, au début, et il commence à accepter l'idée d'avoir cette nouvelle langue. Il comprenait pas pourquoi c'était pas elle qui parlait français, que c'est pas elle qui faisait l'effort de parler français et à eux de s'adapter à parler anglais. Euh, et aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les mœurs. Il sait même que l'année prochaine, il aura un petit peu plus à faire avec la prochaine. Et voilà, c'est très bien. Et nous, il y avait un point. Alors, j'ai entendu tout et son contraire dans les derniers podcasts, mais nous, c'est un truc important. L'accent. Je sais qu'il y a eu de longs débats avec vos équipes et nous. C'est quelque chose d'important pour nous. La première raison est que justement, mon anglais est pas terrible parce que moi, je suis assez mauvais en anglais. J'ai appris sur le tard dans un contexte professionnel. J'ai eu 6 en anglais au bac, donc c'est pas fameux. Et aujourd'hui, bah, je travaille en anglais toute la journée. Donc, mais mon accent est un point négatif, on va dire, mais c'est un pain, comme on dit en anglais. Donc, c'est quelque chose que j'ai du mal à assumer, mes problèmes d'accent. Et donc, il nous était à cœur d'avoir quelqu'un qui parle bien qui parle avec un accent anglo-saxon, on va dire, parce que bah, j'ai trop de gens autour de moi qui ont des accents moyens et je me rends compte qu'en fait tous les gens qui ont des bons accents, c'est parce qu'ils avaient soit une au pair, soit un parent, soit ils ont vécu à l'étranger pendant leur adolescence et leur enfance, et que l'accent c'est quelque chose d'extrêmement qui vient tout seul. Je vais faire un peu de name dropping, mais écoutez, ils sont sur YouTube ces deux spectacles. Écoutez Paul Taylor si vous si vous voulez. C'est un humoriste anglais, mais qui a grandi en partie en français en Belgique et qui parle avec un accent parfaitement français. Et il joue très bien sur ces choses-là. Et il explique que des fois il fait des fautes de syntaxe, mais avec un accent parfait. Donc la boulangère va rire de lui parce qu'il dit un baguette au lieu de une baguette, mais qu'elle comprend pas parce que forcément il a un accent parfait. Et donc moi, c'est des choses qui me semblaient importantes, dont l'accent, c'est quelque chose auquel on fait très attention, enfin qui est un de nos critères primaires aussi, c'est qu'elle soit anglo-saxonne et qu'elle parle anglais, on va dire sans accent anglais, quoi. Alors il peut y avoir un accent british, un accent américain, et elle est namibienne, et elle parle avec un accent vraiment parfait, enfin sans accent, quoi. Voilà, c'était quelque chose qui était important pour nous sur la langue anglaise. Je sais que ça Après, n'est pas forcément pour tout le monde. Mais oui, c'est ça, c'est que à chaque personne, de par son expérience, a des points pour lesquels c'est important pour lui. Ouais, c'est ça. Moi, quand je vous écoute, je me rends compte que cette question de l'accent, ça vient de votre propre frustration, entre Ah ouais, guillemets. tout à fait. Et Ma compagne aussi, et pourtant elle parle parfaitement avec un très bon accent anglais. Elle a plus de problèmes parce qu'elle parle un anglais très littéraire parce qu'elle travaille pas du tout en anglais, donc elle a l'anglais qu'elle a appris. Donc des fois elle a pas les mots de la langue, elle a pas le small talk que moi je vais avoir, mais avec un accent pourri. Par contre elle va l'avoir avec un bon accent, et c'était aussi important pour elle et pour ses enfants qu'ils apprennent avec un bon accent. Mais oui, c'est sûr, moi je bosse avec des Indiens ou avec des Hispaniques, de ne pas arriver à se comprendre parce que l'accent est un problème. J'avoue que ma frustration fait que je l'ai aussi rejeté dans les objectifs de la jeune fille au père. Je l'admets. Mais voilà, c'est intéressant, en tout cas, de l'avoir. Et ceci dit, ce qui me fait sourire mais de façon, voilà, c'est pas un sourire narquois, hein, c'est sourire affectueux. Oh. C'est que vous dites que Diundre a pas d'accent, enfin qu'elle a un accent que vous trouvez
très correct ou même parfait. Donc, la preuve en est qu'on peut ne pas être natif d'un pays, enfin des États-Unis ou de l'Angleterre, et finalement parler un anglais avec un accent qui reste bon Ah oui, selon bien évidemment. votre critère d'exigence. Ah non, non, mais bien évidemment, notre premier choix, il faut le dire, lors du recrutement, on va peut-être parler de recrutement après, mais nous, notre premier choix initial, c'était porté sur une Allemande qui, paradoxalement, parlait français, très bien aussi, mais voilà, quand elle parlait en anglais, elle avait un tout petit accent allemand, mais ce qui était important, c'est aussi quand elle fasse des cours d'anglais aux enfants, elle soit capable de parler avec un accent correct. Et on a vu une Mexicaine dans le processus de recrutement pour l'année prochaine qui nous plaisait beaucoup parce que elle parlait avec un petit accent latin, mais pas grand-chose. Donc c'est surtout la capacité d'avoir un accent à un moment donné en se forçant qui est très correct. Mais encore une fois, je vous le dis, oui, moi je travaille beaucoup avec les Indiens, on sait ce qu'est l'accent indien, et donc du coup c'est compliqué de se dire qu'on allait avoir une Philippine ou une Indienne qui parlait avec l'accent que j'entends toute la journée et où moi j'ai déjà du mal à les comprendre. Donc si les enfants commencent à dire thank you par exemple, c'est compliqué. Hein. Ou à rouler les R en parlant en anglais, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est la première chose que fait mon fils, c'est-à-dire que quand moi je vais parler en anglais avec elle et qu'il va capter un des mots qu'il a appris, il va dire mais on dit pas ce mot comme ça, on dit avec tel accent. Donc lui-même en fait a fait attention à l'accent. Donc je me dis que si on avait pris une jeune fille perse avec un accent fort d'un autre pays, enfin pas d'un pays mais avec un accent fort qui n'est pas anglo-saxon, ça aurait pu être problématique. Ok. Écoutez, c'est toujours intéressant. Enfin, j'adore voilà, avoir ces échanges et ces retours de cette expérience et de cette immersion. Je vais pas me répéter, mais c'est vrai que cette initiative de la part d'un papa, elle est de plus en plus courante hein, quand même globalement. Mais on fait face aussi encore à une évolution des mœurs dans ce choix de garde et cette façon de vivre. Est-ce que Mais dans votre... excusez-moi de vous couper, mais Ouais. c'est important comme sujet. Je pense pas que ce soit, quand j'entends les podcasts précédents, Mmh. enfin, je pense pas que ce soit une question de genre ou de sexe Ouais. je pense que c'est juste une question de qui drive quel sujet. Alors, je crois que c'est Elisabeth qui disait chacun a ses projets dans notre couple. Moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a chacun nos lubies, nos envies. Telle chose, ça va être moi qui vais les gérer. Telle chose, ça va être Diana qui va les gérer. Et cette question-là, c'est plutôt moi qui l'ai mise en avant, donc c'est moi qui ai porté le projet, si on peut parler ainsi. Mais ça aurait pu être elle, voilà. Et c'est marrant parce que du coup, dans les podcasts, je retrouve en Diana dans certaines remarques, notamment le stress de savoir si quelqu'un qui habite à la maison tout le temps, on va avoir du temps pour nous, que ce soit intime ou pas, mais que ce soit du temps pour nous. Et toutes ces questions-là que se posent certains pères dont les femmes parlaient dans les podcasts précédents, ben moi, c'est ma compagne féminine qui se les pose. Donc, ça prouve qu'en gros, ces questions-là n'ont pas de sexe, c'est juste qui va prendre le lead sur ce sujet-là dans le couple. Et il s'est avéré que c'était moi. Donc, naturellement, les interrogations, puisque c'est venu de moi, les interrogations opposées, on va dire, sont venues d'elle. Excusez-moi, je vous avais coupé. Non, c'est pertinent et je vous rejoins. C'est une question d'appétence et que finalement, ça ne doit pas être amené à une question sexuée, mais à qui a la sensibilité de ce sujet-là et a envie de l'idée, en fait, comme vous dites. Ça m'ouvre en fait l'esprit aussi sur certaines situations où je vous rejoins dans cette analyse-là. Il y a juste une chose qui me continue de m'interroger, mais qui n'est pas forcément un lien direct. Dans le choix d'accueillir une fille au père, est-ce que vous accepteriez d'accueillir un garçon au père ou est-ce que le sexe a une importance? Alors, vous le savez déjà, on va le dire pour les auditeurs, parce qu'on a déjà parlé ensemble, mais oui, enfin, pour moi, pas du tout. Pour moi, le sexe n'a aucune importance. Pour ma compagne qui a une fille, forcément, il y a cette question qui se pose. On en a parlé tous les trois, quand je dis tous les trois, Diana, vous et moi, lors de notre dernier call ensemble. Je pense que vous lui avez ouvert un petit peu l'esprit en se disant que pour la prochaine, c'était sûr, c'était encore une fille, mais rien ne dit que dans 2 ans, quand les enfants seront un petit peu plus grands, que l'adolescence va arriver, que ce soit un garçon, ce soit finalement pas un problème pour elle. Mhm. Mais voilà, moi, le besoin était d'avoir quelqu'un au père. Son choix a été de dire, d'accord, mais pas de garçon.
on part là-dessus. Moi, c'est pas du tout. Mais après, encore une fois, hein, j'ai été élevé 3 enfants, une sœur, un frère, dans une famille dont la mère a été adolescente dans les années 70, donc 68 et ainsi de suite. Donc très féministe, très sur ces questions de pas d'éducation genrée. J'ai du monde autour de moi, j'ai beaucoup d'amis et même des gens de ma famille qui sont homosexuels, par exemple. Donc toutes ces questions-là, c'est pas une question en fait. Le fait que ce soit un garçon ou une fille, c'est pas une question pour moi. Mais maintenant, oui, je comprends que avec une culture différente, une éducation différente, et une fille en tant que premier enfant, entre guillemets, ma compagne fait ce choix de se dire, bah, pour l'instant, pas de garçon, on va attendre que ma fille soit un petit peu plus grande et qu'elle soit capable de faire la différence entre, enfin, de voir le risque, parce qu'elle voit ça certainement comme un risque, d'avoir un garçon de plus dans la maison. Puis là, ça a équilibré les choses. On est 3 garçons, elles sont 2 filles, ça fait une fille de plus, voilà. Mais oui, oui, moi, pas de blocage, et ma compagne, c'est en train de faire, l'idée est en train de faire son chemin. Voilà. Mais je trouve que votre résumé est bon. C'est une question d'équilibre aussi en fonction de la composition de la famille. Et ce que je trouve juste extraordinaire, c'est que ça chemine. Et c'est Ouais, ça ouais. qui est super. Ouais. Est-ce que vous auriez des conseils, Thomas, pour les personnes qui nous écoutent dans cette expérience de recruter une au pair, de vivre avec elle par rapport à ce que vous vivez actuellement? Bah, je l'ai déjà dit, on va commencer par ça, mais je pense que nous, on l'a pas assez fait sur la première, on va se forcer à le faire sur la deuxième, et encore une fois, je pense que ça revient dans tous les podcasts que vous avez fait avec celles qui en ont eu plusieurs. C'est que les règles évoluent, et que ce soit le process de onboarding, j'entendais une dire ça, et que ce soit les règles établies de la famille, on n'a pas été assez clair. Nous, on l'avait fait avec les enfants quand on a recomposé la famille. On l'a pas refait quand la jeune fille au père est arrivée, ce qui fait que ça aurait été peut-être bien, et ce qu'on va faire sur la prochaine, c'est d'établir les règles tant pour les enfants que pour la jeune fille au père, que pour les parents, de se dire qui doit faire quoi dans la maison, et quand est-ce qu'on doit les faire, s'il y a une timeline à respecter, s'il y a un planning à respecter. Donc ça, je pense que c'est la chose la plus importante, parce que du coup, quand on dit les choses et qu'elles sont pas écrites, bon, on le sait tous dans nos métiers, les écrits restent, hein, les paroles s'envolent. Je pense que ouais, c'est établir des règles, établir des tâches. C'est genre la première priorité à avoir, qu'on n'a pas respecté. Et c'est pas qu'on s'en mord les doigts, parce qu'on n'a pas du tout de problème, au contraire, tout s'est très bien passé. Mais c'est s'il y avait un point manquant, c'est ce qu'on n'a pas respecté, qu'on s'était dit qu'on ferait, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, il y a des petites choses qui sont à améliorer. Donc voilà. Ça, c'est sur la partie vie de la maison. Ensuite, c'est lui laisser son indépendance. Bon, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour nous. Et moi, j'ai grandi aussi avec cette idée d'indépendance. C'est surtout pas l'obliger à faire des choses. Nous, par exemple, on voit beaucoup de monde le samedi soir. C'est notre process. On a beaucoup d'amis plus ou moins proches, mais dès que c'est notre groupe d'amis très serré, très proche, elle est invitée. Nos amis l'invitent toujours, parce que ça a été avant même qu'elle soit dans la famille. On avait mis cette condition-là auprès de nos amis en disant, bah, par contre, quand on se voit quand même très souvent, il faudra qu'elle soit invitée par défaut. C'est une personne de plus, c'est un ami de plus, entre guillemets. Puis finalement, elle vient de temps en temps. Des fois, elle vient pas. Enfin, elle vient pas souvent. Elle vient de temps en temps. Quand elle vient, on essaye de parler anglais avec elle, de l'intégrer, mais pas tout le temps, parce que c'est aussi important pour nous qu'elle parle en anglais. Et voilà. Et donc ça, c'est important. C'est lui laisser le choix et l'indépendance de dire, bah voilà, la famille fait ça. T'as envie de te greffer, tu te greffes pas, c'est toi qui vois. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Même chose pour les repas, quand on est que tous les trois, c'est bon, bah, tu manges pas, juste tu nous dis si on t'attend ou pas pour manger, ou si tu vas manger avant, ou si tu vas pas manger. C'est ces choses-là qui lui permettent à elle, je pense, de s'épanouir, peut-être pas de s'épanouir, on sait pas ce qu'elle pense vraiment. Elle nous dit qu'elle est heureuse, et c'est important pour nous qu'elle puisse prendre la voiture quand elle veut. Par exemple, qu'elle ait toujours une voiture à disposition. Si elle l'a pas, bah, on la prévient. On lui dit, bah, aujourd'hui ou demain, tu n'auras pas la voiture parce que bah, moi j'ai tel truc à faire, et moi je vais au bureau avec la voiture, et donc toi tu n'auras pas la voiture, quoi. Donc planifier, établir les règles et laisser son indépendance, ça je pense c'est les trucs les plus importants que nous on gardera toujours. Et ensuite, sur le process de recrutement, bah, il peut y avoir un effet d'engagement et déceptif parfois par rapport à l'engagement placé, mais bon, c'est quand on fait du recrutement dans des sociétés, c'est un peu le même système, hein. On a des refus alors même qu'on a vraiment envie d'avoir le candidat. Bah là, c'est la même chose. On peut avoir un candidat qui nous plaît, qui nous intéresse beaucoup, et nous, ça nous est arrivé, que ce soit l'année dernière ou cette année, qu'on va choisir, et on va pas être choisi en retour, donc il faut vite
évacuer la frustration pour se remettre dedans en se disant que c'est pas grave, c'est juste, c'est peut-être une bonne chose pour trouver la bonne personne encore mieux derrière. Donc voilà, sur le recrutement, c'est essayer d'évacuer très vite l'effet déceptif de quand on s'est projeté avec une jeune fille au pair qui nous séduisait, une candidate qui nous séduisait qui finalement ne deviendra pas notre jeune fille au pair ou notre garçon au pair, puisqu'on en parlait précédemment. Et puis après, un autre truc où aussi on avait fait des erreurs et que je pense qu'il est important, c'est qu'on a toujours voulu faire les entretiens de recrutement à deux. Et du coup, on en parlait précédemment, on a des plannings serrés, on a une vie très active. Et donc, c'est compliqué, en fait, de trouver des créneaux rapidement. Bah, peut-être que le bon switch, c'est ce qu'on vient de décider de changer, là, dans notre approche de recrutement pour la prochaine. Bah, comme c'est moi qui porte le projet, on vient d'en parler, bah, c'est moi qui vais faire la première interview seul. Et ensuite, bah, on refera une deuxième interview à deux si jamais ça fit. Mais comme ça permet aussi dégrainer les choses. Et puis c'est aussi toujours compliqué de faire les interviews à deux parce que malgré tout, on se rend compte, la même chose. J'ai toujours eu cette problématique-là dans mon métier quand je faisais les interviews de recrutement à deux. C'est quand on est deux, on n'a pas envie de poser les questions dans le même ordre, même si on a envie de poser les mêmes questions. Il y en a un qui a plus envie de parler que l'autre, il y en a un qui a plus envie d'aller sur tel sujet, qui a pas le même ressenti. Donc c'est plutôt bien de se dire qu'on le fait en deux entretiens. Voilà, moi j'avais plus la peur justement à l'inverse de me dire une jeune fille au pair, une candidate qui voit juste un homme, elle se dit peut-être que elle est moins à l'aise, c'est une jeune femme, voilà, donc elle se dit peut-être si c'est lui qui prend le lead, à quelle sauce je vais être mangé dans cette famille. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait toujours décidé de le faire à deux, mais finalement on en revient parce qu'en termes d'organisation c'est trop complexe. Voilà, donc je pense qu'en termes de recrutement c'est surtout là-dessus. Et ensuite, moi, c'est des formations professionnelles. Vous envoyez un très bon questionnaire, je trouve, un très bon formulaire de questionnaire. C'est préparer ces questions, avoir une trame. C'est le secret dans la RH et dans les entretiens de recrutement. Ayez une trame et garder la trame pour interviewer la jeune fille au pair parce que c'est ce que vous avez monté de par votre expérience et de par vos dernières interviews. C'est comme ça que vous aurez envie de l'interroger. Et donc, essayer de garder cette trame-là d'interview parce que c'est ce qui permet d'être sûr qu'on n'a rien oublié. Voilà. La checklist de l'interview, c'est important, je pense. Top. En tout cas, c'est très concret, c'est pragmatique, tout ce que j'aime. Au moins, on n'est pas dans le flou. C'est des choses, on peut le réutiliser et s'en servir facilement et immédiatement. Donc, merci Thomas pour ces précieux conseils. C'était un plaisir d'échanger avec vous et d'avoir votre vision, votre façon de vivre. Et c'est ce que j'aime sur le podcast de la grande famille, c'est que voilà, on a tous notre singularité et les personnes qui nous écoutent peuvent se retrouver chez certains et plus que chez d'autres. Et votre vie en famille recomposée, votre parcours, vos ressentis, c'était un vrai plaisir en tout cas à écouter. Donc merci pour ça. Pareillement. Et puis je vous souhaite une agréable journée et à très vite. Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir. Merci Thomas. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.